Eh bien, merci à vous. J'allais commencer par ça. D'abord, je vous remercie de m'avoir conviée à participer à ce panel. Pour nous, c'est très important, pardon, de pouvoir s'exprimer et parler de la parentalité numérique, mais aussi et surtout, et c'est la raison de ma venue ce soir, vous partager toutes les clés, toutes les bonnes pratiques sur comment assurer la sécurité et le bien-être des jeunes, des enfants, de vos adolescents. Je vais rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes, mais tout d'abord, je voulais vous redire combien nous sommes mobilisés pleinement sur ces sujets. La sécurité et le bien-être des jeunes et en ligne sur nos plateformes, c'est évidemment des sujets que nous traitons depuis de nombreuses années. Nous travaillons avec des partenaires au niveau mondial, des experts, mais également au niveau local, donc en France. Et sans plus m'étendre sur ces sujets, je voulais vous partager un petit peu notre champ d'action en matière de sécurité. Donc nous, notre champ d'action, on agit sur 4 terrains, si vous voulez. D'abord, nous avons des règles, et je vais y revenir. Ensuite, nous avons des outils. Nous mettons à disposition des ressources, que ce soit pour les parents, pour les jeunes, mais aussi pour les éducateurs. Et enfin, en France, nous menons des campagnes de sensibilisation nombreuses et nous nouons des partenariats et j'y reviendrai. Peut-être d'abord sur les règles, c'est la partie la plus importante, pour rebondir sur ce que Axel disait lors de la première partie de la conférence. Internet n'est pas une zone de non-droit et nous avons des règles. Et je vais être très claire là-dessus. Nos règles interdisent de nombreuses catégories et elles disent précisément en fait ce qui est autorisé ou non en termes de contenu sur nos plateformes. Par exemple, les contenus de harcèlement, les contenus de haine, les contenus violents, les contenus de nudité ou à caractère sexuel. Ces contenus sont interdits sur nos plateformes et j'insiste, nous avons une tolérance zéro en la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que concrètement, quand nos équipes font face à ce type de contenu, eh bien, elles agissent directement. On a beaucoup investi en ce sens. Pour vous partager quelques chiffres, 13 milliards depuis 2016, 5 milliards seulement sur l'année 2021, mais également 40 000 personnes aujourd'hui qui travaillent à la sécurité sur nos plateformes. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce qu'en fait, ça vous montre à quel point nos investissements témoignent, entre guillemets, de notre engagement, mais également vont aussi justifier les progrès réalisés en matière de modération. Je ne veux pas vous inonder de chiffres ce soir, mais juste peut-être un chiffre qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur les discours de haine, 97% de ces contenus sont détectés proactivement par la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, 97% des contenus ne sont même pas vus par un humain, pas signalés par un utilisateur et sont automatiquement supprimés. Et ça, c'est très important parce qu'il y a encore 4 ou 5 années, ce chiffre était de 24%. Donc, ça vous montre vraiment l'évolution et les progrès réalisés en matière de modération. Ça, c'était pour les règles. Je vais passer tout de suite à la partie concrète, celle qu'on attend tous, les outils. D'abord, le premier outil le plus important, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est le signalement. Aujourd'hui, on peut tout signaler sur nos plateformes. On peut signaler un profil, on peut signaler un commentaire, on peut signaler une image, une vidéo, un Reels, une story, tous ces formats différents sur Instagram et sur Facebook. Et comment ça se passe concrètement? Eh bien, nos équipes de modération vont revoir ce signalement, vont déterminer si oui ou non le contenu enfreint nos règles. Et si le contenu enfreint nos règles, eh bien, c'est très simple, le contenu est supprimé de la plateforme. Maintenant, si le contenu n'enfreint pas nos règles, eh bien, l'utilisateur peut quand même faire appel s'il décide, lui, que le contenu, en fait, ne devrait pas avoir sa place sur nos plateformes. L'utilisateur peut avoir plusieurs recours et le contenu sera revu même jusqu'à 3 fois parfois par nos équipes de modération pour prendre la bonne décision. Sur le signalement, deux autres choses que je voulais vous partager ce soir. D'abord, que désormais, on peut signaler lorsque le contenu implique un mineur. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ça permet, nous, en interne ensuite, de traiter ces contenus en priorité, traiter ces signalements en priorité. Là-dessus, et je pense que Samuel, qui est ici avec nous de e-enfance, pourra témoigner, on a aussi mis en place un programme, si vous voulez, avec des associations françaises, dont e-enfance, qui permet de créer un canal de communication direct entre ces associations et nos équipes de sécurité et qui donc permet de partager plus de signalements que e-enfance peut récolter. Et ces signalements sont traités quasiment dans l'heure. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un signalement qui est complet, qui est efficace. Et ça, évidemment, c'est très important. Maintenant, sur les autres outils, je vais vraiment les diviser en deux sections. D'abord, les outils spécifiques aux mineurs et ensuite les outils accessibles à tous, mais évidemment très importants pour les jeunes sur nos plateformes. Sur les outils pour les mineurs, la première chose à savoir, c'est qu'on a annoncé cet été que tous les mineurs qui s'inscrivent sur Instagram auront par défaut un compte qui est privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un compte privé, ça veut dire que la personne peut choisir qui va s'abonner à elle, qui pourra la contacter et avoir des interactions. Et donc, c'est très important parce que c'est une couche supplémentaire de protection. Ça, c'est la première annonce. Ensuite, la seconde chose, c'est qu'on a lancé une fonctionnalité qui permet de limiter les interactions indésirables provenant d'adultes que le mineur ne connaît pas.
C'est-à-dire que si un adulte essaie de rentrer en contact avec un mineur et que ce mineur ne le suit pas, n'est donc pas abonné à son compte, en fait, tout simplement, l'adulte ne pourra pas entrer en contact avec ce mineur. S'il essaye, il recevra une notification qui lui dit: vous ne pouvez pas entrer en contact avec cette personne n'est pas abonnée à vous. Ça, voilà, ce sont les deux grands outils spécifiques pour les mineurs spécifiquement. Il y en a d'autres, mais je veux pas m'étaler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui et je veux passer tout de suite sur les autres outils qui sont à destination cette fois de vous tous, de vous et moi, mais surtout très important encore une fois pour nos jeunes. Le premier outil, c'est l'outil restreindre. C'est un outil qui est important notamment dans des situations de harcèlement et je l'ai vu, c'est une des préoccupations, de vos préoccupations les plus grandes et c'est tout à fait normal. Restreindre, ça vient en alternative à la fonctionnalité de bloquer. En fait, quand vous bloquez quelqu'un sur Facebook et sur Instagram, alors certes, cette personne n'a pas accès à votre contenu, mais vous n'avez pas accès au sien. Et en fait, on s'est rendu compte que dans des situations de harcèlement, les gens préfèrent parfois pouvoir continuer à avoir accès au contenu de la personne qui les harcèle. Pourquoi? Pour justement savoir si cette personne continue à les harceler. Donc en fait, restreindre, c'est exactement ça que ça permet. Ça permet de restreindre les interactions avec votre potentiel harceleur, de restreindre, par exemple, le fait qu'il puisse commenter des publications, mais vous aurez toujours accès à son contenu à lui, à ce qu'il publie, et donc vous serez en mesure de savoir s'il continue à vous harceler. Et ça, c'est très important, évidemment. Le deuxième outil dont je voudrais vous parler, je vois que les slides ont été inversés, le second outil, c'est l'avertissement de commentaires. Comment cet outil fonctionne? Très concrètement, il fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. En fait, la machine, c'est un outil qui est disponible sur Instagram, vous permet de détecter les contenus potentiellement offensants. Je m'explique. Quand quelqu'un va essayer de commenter sous une de vos publications de votre adolescent ou alors vous envoyer un message avec, par exemple, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais voilà, des propos offensants, eh bien, la machine va le détecter et va envoyer ce que vous voyez, une espèce de notification à l'écran de l'utilisateur qui essaie de partager ce contenu en lui disant: êtes-vous sûr de vouloir publier ce contenu? Si la personne décide de quand même le publier, parce que malheureusement, on ne peut pas non plus arrêter tout ce type de comportement, eh bien, en fait, la personne va recevoir une seconde notification lui disant: vous avez décidé de publier ce contenu. Les conséquences sont les suivantes. D'abord, le commentaire peut être supprimé. Ensuite, dépendamment de la gravité du contenu, le compte peut être supprimé. Et donc voilà, ça c'est un outil qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est proactif. En fait, il vient en amont du mal. Avant même qu'un contenu soit publié, eh bien, on a cet outil qui va permettre de détecter le caractère offensant. Et en général, ce qu'on a observé, c'est que lorsque les personnes sont exposées à cette notification, eh bien, ils rebroussent chemin, ils ne publient pas le contenu. Et donc, ça permet vraiment de garder un maximum d'interactions positives. Je reviens sur le dernier outil et un des plus importants et qu'on a lancé sur Instagram pour le moment. Ça s'appelle l'outil des mots masqués. Aujourd'hui, dans Instagram, dans l'application, vous pouvez renseigner une liste de mots, d'expressions et même d'émojis en fait que vous jugez offensantes et que vous ne voulez plus voir apparaître, que ce soit dans vos commentaires sur vos publications et dans vos messages. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que, alors oui, on l'a déployé au niveau mondial, bien sûr, mais on l'a vraiment pensé pays par pays. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une association qui s'appelle Génération Numérique en France, qui a mené des interviews, des focus group, si vous voulez, avec des jeunes pour s'assurer que la liste des mots et des expressions et des emojis qui allaient être intégrés dans l'outil reflète les codes des jeunes d'aujourd'hui. Parce que comme vous et moi, j'imagine, on n'est pas toujours au fait des nouvelles expressions, des emojis parfois utilisés pour être offensant ou être inapproprié. Et donc voilà, on a vraiment travaillé avec les jeunes pour identifier ces nouvelles expressions et ces nouveaux mots. Et également, on a pris en compte toutes les typos, les fautes d'orthographe, c'est-à-dire que sur un même mot, une même insulte, par exemple, on a ajouté plusieurs S, plusieurs E, on a mis une majuscule, d'autres non, pour s'assurer que même quand les gens essayent de contourner l'outil, en fait, ils n'y arrivent pas et que voilà, le mot sera pris en compte et donc la personne qui a sélectionné ce mot dans cette liste ne verra pas ce mot apparaître ni dans ses messages, ni dans ses commentaires. Et ça, c'est un outil extrêmement important, notamment pour les créateurs qui sont les créateurs de contenu, les influenceurs qui sont particulièrement exposés, mais également pour tous les jeunes qui veulent s'assurer de rester, d'avoir un maximum d'interactions positives et de limiter l'exposition à des contenus négatifs. Un autre outil dont je voulais vous parler et qui n'est pas dans les slides, pardon, on passe à la slide d'après, et on en a beaucoup parlé lors du premier tour de la conférence, c'est un outil pour gérer le temps passé sur la plateforme. Ça, c'est un outil qui est disponible à la fois sur Facebook et sur Instagram.
Comment ça fonctionne? En gros, d'abord, cet outil vous permet de visualiser votre activité, enfin le temps passé sur la plateforme. Donc, c'est toujours important de pouvoir prendre conscience de sa propre activité. Est-ce que je suis trop sur la plateforme? Est-ce que je le suis convenablement? Et ensuite, de pouvoir paramétrer, alors soit vous en tant que parent pour votre adolescent ou vous-même en tant qu'adolescent responsable, paramétrer une durée quotidienne d'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire que là, dans l'exemple à l'écran, on peut voir que la personne a paramétré son temps d'utilisation à 45 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes d'utilisation, la personne va recevoir un message, une notification qui va lui dire vous avez écoulé votre temps à partie définie, les 45 minutes sont passées, allez faire autre chose. Donc ça, c'est un outil extrêmement important. On en parlait tout à l'heure. Pour s'assurer d'une consommation et en tout cas un temps passé raisonnable sur les plateformes. Maintenant, sur la partie ressources, on a plusieurs ressources à disposition, je le disais, des éducateurs, des jeunes, mais aussi des parents. D'abord, un centre de prévention contre le harcèlement. C'est un centre qui est dédié à la fois aux victimes, aux témoins, mais à toute personne évidemment qui se sente concernée ou qui connaissent quelqu'un qui est victime ou témoin, donc par ce sujet. Ce centre, il va concentrer toutes les ressources que nous avons, nous, sur la plateforme pour lutter contre ces interactions, et je vous en ai décrit quelques-unes juste avant, mais aussi va renvoyer vers les ressources au niveau du pays, donc en France, e-enfance, et d'autres associations avec qui nous travaillons. Donc ça, c'est un outil évidemment très important, et je vous encourage vraiment à aller le consulter si vous connaissez quelqu'un ou si votre enfant se fait harceler. Une autre ressource très importante, c'est notre centre de sécurité. Alors ça, c'est plutôt une ressource un peu plus large dans le sens où ça adresse vraiment toutes les questions liées à la sécurité en ligne. Donc pas forcément que le harcèlement, mais vraiment tous les sujets qui peuvent toucher à cela. Et également, ce centre concentre toutes les règles dont je vous ai parlé dans le détail juste avant, tous les chiffres, tous les outils. Un portail dédié pour les parents qui, de la même manière, toutes les règles, tous les outils dont je vous ai parlé, mais aussi et surtout des conseils pour aborder une conversation avec son ado sur la sécurité en ligne, sur la sexualité, enfin sur tous ces sujets qui sont, on le sait, pas simples à aborder avec les adolescents. Voilà, il y a des conseils en ce sens. Et d'ailleurs, on a lancé un guide à destination des parents, un guide Instagram avec Tralalaire, avec e-enfance, avec Génération Numérique et avec l'UNAF pour justement recenser tous les conseils et rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités que je vous ai décrites jusqu'à présent pour que les parents, qui parfois ne sont pas forcément au fait de tous les outils dont ils disposent à la fois pour eux, mais aussi pour assurer la sécurité de leur adolescent, puissent être pleinement conscients de ce qui existe et d'avoir les ressources à leur disposition. Une autre ressource dédiée aux parents c'est un groupe Facebook qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans maintenant, qui s'appelle le Club des parents connectés. Pareil, avec un consortium d'associations que j'ai nommé juste avant pour modérer et alimenter ce groupe. Ça, c'est un groupe qui est ouvert donc à tous, et je vous invite vraiment à le joindre parce que ça vous permet d'avoir des discussions, des débats, des échanges sans tabou sur tous les sujets liés à la vie numérique et de manière générale plutôt à la sécurité de nos enfants et de nos adolescents en ligne. C'est un groupe qui vous permet à la fois de poser vos questions, et nous avons des modérateurs qui peuvent y répondre, mais également de partager vos expériences, recueillir des conseils, partager des articles intéressants sur les sujets qui vous préoccupent, etc. Enfin, sur la partie sensibilisation, je le mentionnais juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est on soutient de nombreuses campagnes gérées par des acteurs publics. On avait la chance de recevoir Adrien Taquet, avec qui nous travaillons évidemment beaucoup. Et d'ailleurs, nous faisons partie des signataires de Je protège mon enfant, donc il y avait le volet de lutte contre l'exposition des enfants à la pornographie, et également du temps passé sur les plateformes et de la gestion de l'addiction aux écrans. Donc ça, évidemment, c'est très important pour nous de soutenir ce type de projet, mais en parallèle, on a nos propres projets, si vous voulez, de sensibilisation. D'abord, en 2020, nous avons lancé un fonds pour le civisme, en 2018, un fonds pour le civisme en ligne qui avait vraiment vocation à soutenir des projets de lutte contre les discours de haine, de lutte contre le cyberharcèlement, mais aussi de promotion de l'esprit critique. Et tous les projets qui ont été soutenus d'abord financièrement et également par des personnes de nos équipes pour les aider dans leur déploiement et le développement de leur activité. Ça, c'est la première chose. La seconde campagne de sensibilisation que nous avons menée sur un sujet, encore une fois, qui nous préoccupe tous, le cyberharcèlement. Cette année, en septembre 2020, on a lancé cette grande campagne Instagram de lutte contre le cyberharcèlement. C'est une campagne qui a été soutenue par la première dame Brigitte Macron, mais également par Adrien Taquet lui-même et le ministère de l'Éducation nationale. C'est une campagne que nous avons menée avec Génération Numérique et e-enfance, et le principe était double. C'était d'abord un dispositif digital
où nous avons eu recours à des influenceurs, une dizaine qui se sont exprimés face caméra, sans monter la vidéo, sans rien, de manière très authentique en disant j'ai été victime de harcèlement, voilà comment j'ai réagi, comment je me suis saisie de certains outils existants, etc. Et c'était très important que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes, et notamment des influenceurs très suivis pour sensibiliser sur ces questions. Et la deuxième partie de ce dispositif, c'est toujours en cours d'ailleurs, c'est un tour de France au sein des collèges sur tout le territoire où Génération Numérique dispense des sessions, des ateliers sur qu'est-ce que le harcèlement, comment on l'identifie, comment on le définit, comment on s'en protège, comment on protège les autres. Voilà, ce sont des sessions d'environ 2 heures qui sont à la fois pour les enfants, les adolescents dans les collèges où nous allons, mais également il y a des sessions qui sont dédiées aux parents dans chacun des collèges que nous visitons à travers cette initiative. Une session est dédiée également aux parents pour les sensibiliser à toutes ces questions. Merci beaucoup, Capucine. Ça va été trop longue. Merci d'avoir partagé ces outils et options disponibles, important de les connaître.